Ma famille m'a ignoré et, lorsque j'ai construit ma carrière, elle a décidé d'envahir ma vie. Je m'appelle Julien. À 32 ans, après des années de travail acharné, j'ai enfin réalisé un rêve, devenir propriétaire. Cette maison n'est pas juste un lieu où vivre, elle est le fruit de mes sacrifices. Chaque coin, chaque pièce reflète ma personnalité et ma liberté. C'est ici que je me suis promis de me protéger des jugements et des attentes incessantes de ma famille. Lucas, mon frère cadet, vit toujours chez nos parents avec Sophie, sa femme, et leurs 4 enfants. Leur maison, bien trop petite pour une famille de 6, déborde de bruit, de tension et de chaos. Lucas a toujours été le préféré. Moi, j'étais celui sur qui il comptait pour se débrouiller seul. Ça m'a rendu indépendant, mais pas insensible à leur traitement inégal. Un soir, alors que je savourais le calme de ma soirée, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, Claire. Elle n'appelle presque jamais sans raison, et je savais que cet appel n'allait pas me faire plaisir. Elle a parlé longuement de Lucas, de ses difficultés, de la maison trop petite pour ses enfants. Elle a pris soin d'insister sur le fait qu'il méritait un peu d'aide. Puis, elle a fait sa suggestion. Ma maison serait parfaite pour eux. Après tout, je vivais seul. Ce n'était pas comme si j'avais vraiment besoin d'autant d'espace. Ces mots, prononcés avec douceur, avaient tout de la manipulation déguisée. Je suis resté sans voix, comme frappé par l'absurdité de sa requête. Cette maison représentait tout ce que j'avais construit seul, et maintenant, on me demandait presque naturellement de la céder. Elle a poursuivi, insistant sur l'importance de la famille et sur le fait que ce serait une solution logique. Je n'ai pas cédé. J'ai calmement expliqué que c'était hors de question. Ce refus était difficile à formuler, mais je savais que si je disais oui, je renonçais à bien plus qu'une maison. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse. Ce n'était pas seulement une demande. C'était un rappel cruel que, dans cette famille, mes besoins avaient toujours moins de valeur que ceux des autres. Mais je savais que cet appel n'était qu'un début. Ma mère, et ma famille en général, n'étaient pas du genre à abandonner facilement. Je croyais que mon refus clair mettrait fin à l'idée absurde de ma mère. Mais quelques jours plus tard, je reçus une invitation à dîner chez mes parents. Le ton de ma mère, trop enjoué pour être honnête, éveilla mes soupçons. Pourtant, j'acceptai, espérant naïvement que ce serait juste un repas ordinaire. En arrivant, tout m'apparut immédiatement calculé. Lucas et Sophie étaient déjà là avec leurs enfants, installés comme s'ils étaient chez eux. Mes parents semblaient nerveux, affichant ces sourires forcés qui n'annonçaient rien de bon. Une ambiance pesante flottait dans la pièce, masquée par des conversations banales. Au fil du repas, mon père commença lentement à orienter la discussion. Il parla d'entraide familiale, de sacrifices nécessaires pour le bien des autres. Le ton était solennel, presque accusateur. Puis il aborda la situation de Lucas, une famille trop grande pour une maison trop petite. Ses paroles tournaient autour du sujet sans jamais y aller frontalement, mais je savais déjà où il voulait en venir. Et finalement, il posa la suggestion, comme une évidence. Ma maison serait idéale pour eux. Après tout, j'étais seul, avec tout cet espace. Avant même que je puisse répondre, Sophie prit la parole, avec ce ton suffisant qui m'irritait profondément. Elle évoqua le gâchis que représentait une maison trop grande pour une personne seule, insistant sur le fait qu'ils en avaient plus besoin que moi. Je sentis une colère sourde monter en moi. Toute ma vie, j'avais été celui qu'on laissait de côté, celui sur qui l'on comptait pour s'effacer. Mais cette fois, c'était trop. Lucas ajouta que leur famille méritait cet espace, qu'ils avaient des enfants à élever. L'insinuation était claire. Ma vie, mes efforts, ne pesaient pas autant que les leurs. Mon regard parcourut la table. Chaque visage me rappelait ces années où mes besoins avaient été jugés secondaires. Je savais que leurs attentes n'étaient pas négociables, mais cette fois, je n'étais pas prêt à céder. Je me levai, le cœur lourd, et quittai la table sans un mot. Mais au fond, je savais que ce n'était que le début. Ils n'abandonneraient pas si facilement. Après le dîner tendu chez mes parents, le silence qui suivit ne m'apporta aucun répit. Dans ma famille, un tel calme n'était jamais synonyme de paix, mais d'une stratégie en préparation. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas aussi facilement. Tout commença doucement. Ma mère reprit contact, se limitant à des appels brefs et apparemment innocents. Elle me demandait comment j'allais, mais la conversation revenait systématiquement à Lucas, à ses enfants et à leurs difficultés. Elle peignait un tableau subtil mais pesant. Un salon trop petit pour jouer, des disputes qui éclataient par manque d'espace, une vie rendue compliquée par leur environnement. Elle n'exprimait aucune demande directe, mais ses mots semblaient calculés pour semer un sentiment de culpabilité en moi. Puis, ce fut Lucas. Ses appels étaient rares, mais cette fois, il prit soin de se montrer amical. Il s'intéressa à mon travail, à mes projets,
adoptant un ton presque complice. Mais peu à peu, il orienta la conversation vers sa propre situation. Il évoqua le manque d'espace pour ses enfants, les tensions croissantes à la maison. Il n'y avait aucune accusation dans ses paroles, mais ses sous-entendus étaient clairs. Je pouvais faire quelque chose, et en ne le faisant pas, je devenais l'insensible de l'histoire. Sophie ajouta sa pierre à l'édifice, mais de façon plus visuelle. Elle m'envoya des photos des enfants jouant dans un salon encombré, accompagnés de commentaires presque anodins. Ils s'adaptent comme ils peuvent. Ces gestes, aussi discrets soient-ils, commençaient à peser sur ma conscience. Je restais ferme en surface, mais intérieurement, je sentais cette pression familière s'accumuler. Ce schéma me ramenait à l'enfance, lorsque Lucas obtenait toujours ce qu'il voulait en inversant les rôles. Lui, la victime méritant qu'on lui vienne en aide, moi, le fils jugé insensible. Puis, tout prit une tournure plus sérieuse. Un appel de ma banque vint confirmer mes craintes. Il voulait vérifier une demande concernant mon hypothèque. Une demande prétendument faite pour m'aider à gérer mes finances. Je n'avais rien demandé. Je compris immédiatement d'où cela venait. Ils n'allaient pas se limiter à des appels et des messages. Ils étaient prêts à franchir des lignes que je n'aurais jamais imaginées. L'appel de la banque m'avait laissé abasourdi. Une femme avait tenté d'obtenir des informations sur mon hypothèque, affirmant agir en mon nom pour m'aider à réorganiser mes finances. Heureusement, les règles strictes avaient bloqué sa demande, mais l'idée que quelqu'un ait osé aller aussi loin m'était insupportable. Tout me ramenait à ma famille. Cette intrusion dans ma vie personnelle dépassait de loin leurs précédentes manipulations. Ils n'essayaient plus de me convaincre. Ils tentaient maintenant de prendre le contrôle. Quelques jours plus tard, comme pour confirmer mes craintes, ma mère et Lucas débarquèrent chez moi sans prévenir. Leur visite inattendue semblait calculée, et leur attitude trahissait une intention bien précise. Ma mère, fidèle à elle-même, adoptait un ton conciliant. Elle parlait doucement de la famille, de l'entraide et des sacrifices nécessaires pour le bien des siens. Ces mots, bien choisis, dressaient un tableau presque dramatique de la situation de Lucas. Elle insistait sur le manque d'espace pour les enfants, les disputes constantes à la maison, comme si leurs problèmes devaient automatiquement devenir ma responsabilité. Lucas, plus en retrait, gardait une posture humble, attendant son moment. Lorsqu'il prit enfin la parole, il évita les exigences frontales. Cette fois, leur demande avait changé. Il ne s'agissait plus de me prendre la maison, mais de me convaincre de leur permettre de l'utiliser temporairement. Une simple transition, selon lui, pour leur permettre de trouver une solution durable. Leur discours semblait soigneusement orchestré. Les mots étaient doux, les promesses de respect implicites, mais je sentais que tout cela n'était qu'une stratégie. Ils n'abandonnaient pas leur objectif, ils changeaient simplement d'angle. Je les écoutais en silence, mais intérieurement, une colère sourde montait. L'appel à la banque avait déjà franchi une limite, et maintenant, ils osaient venir chez moi, dans cet espace que je considérais comme mon sanctuaire, pour tenter de déguiser leur insistance en une demande raisonnable. Ma mère continua, cherchant à minimiser ce qui s'était passé avec la banque. Elle évoqua cela comme un malentendu, une simple tentative de m'aider. Mais pour moi, c'était clair, ils étaient prêts à tout, même à piétiner mes limites. Lorsque leur discours s'essouffla, je pris une profonde inspiration. Mon regard se posa sur eux, et bien que je n'ai pas haussé le ton, mes mots furent nets. Leur tentative de justification, tout comme leur insistance déguisée, ne passait pas. Le silence qui suivit était plus éloquent que n'importe quelle dispute. Je pouvais lire dans leurs yeux qu'ils n'avaient pas renoncé. Cette visite n'était qu'une étape de plus dans leur plan. Quand la porte se referma derrière eux, un mélange de soulagement et de fatigue m'envahit. Ils avaient déjà franchi des limites que je n'aurais jamais imaginées. Il devenait clair que ce n'était plus seulement une question de maison. C'était une bataille pour défendre ma liberté et ce que j'avais construit. Après la visite de ma mère et de Lucas, j'espérais que leur silence était le signe d'un renoncement. Mais je savais au fond de moi que ce n'était qu'une pause, une manière de se regrouper et de préparer une nouvelle tentative. Leur détermination avait toujours été leur arme la plus redoutable. Quelques jours plus tard, je trouvai dans ma boîte aux lettres une enveloppe officielle qui attira immédiatement mon attention. En l'ouvrant, je découvris une demande adressée à la mairie pour transformer ma maison en logement multifamilial. Tout semblait soigneusement préparé, l'adresse, des justifications évoquant une famille en détresse, et en bas des documents, les noms des demandeurs. Lucas et Sophie. Je restais figé. Ils avaient osé déposer cette demande sans m'en parler, s'appropriant ce qui m'appartenait pour servir leurs propres intérêts. Je ne savais pas si je devais être furieux ou simplement consterné par leur audace. Immédiatement, j'appelai la mairie pour clarifier la situation. Heureusement, leur démarche était incomplète, et rien n'avait été validé. Mais cet acte marquait un tournant.
Il n'essayait plus seulement de me manipuler par des mots ou des émotions. Il prenait des mesures concrètes, sans aucun respect pour mes limites. Plus tard, Lucas m'appela. Son ton était calme, presque décontracté, mais je percevais l'intention derrière ses paroles. Il parla de leur démarche comme d'une simple exploration, une tentative d'aider leur famille dans une période difficile. Pourtant, chaque phrase laissait entendre que, si j'avais accepté de les aider plus tôt, ils n'auraient pas eu besoin d'aller si loin. Je ne répondis pas à ces sous-entendus. Ils cherchaient à m'ébranler, mais je savais qu'ils comptaient sur ma frustration pour me faire plier. Malgré tout, leur insistance commençait à peser lourd. Quelques jours plus tard, un nouvel incident renforça mes craintes. En rentrant du travail, je remarquai que des objets dans mon jardin avaient été déplacés. Une table en bois, habituellement reléguée dans un coin, avait été placée sous une fenêtre. Des traces de pas boueuses marquaient le sol autour de la maison. Mon cœur s'emballa. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait essayé de s'introduire chez moi. La réalisation que mon espace privé, mon refuge, avait été violé, déclencha en moi un mélange de colère et de peur. Ce soir-là, je pris des mesures. J'installai un système de caméras de surveillance et vérifiai chaque serrure de ma maison. Il était évident que cette escalade ne s'arrêterait pas là. En me couchant, je me sentais épuisé mais déterminé. Cette maison représentait bien plus qu'un simple lieu de vie. Elle était le symbole de mon indépendance, et je savais que je devais me battre pour la protéger. Malgré les caméras et les serrures renforcées, je n'arrivais pas à me sentir totalement en sécurité. Mon jardin, autrefois paisible, semblait soudain vulnérable, comme si chaque détail était sous surveillance, mais pas la mienne. Une angoisse latente me suivait chaque soir, me murmurant que ce n'était pas terminé. Quelques jours plus tard, mes doutes furent confirmés. En parcourant les enregistrements des caméras, je vis Lucas dans mon jardin, en pleine nuit. Il avançait prudemment, une lampe de poche à la main, explorant les fenêtres et scrutant les coins sombres. Ses gestes trahissaient une nervosité, mais aussi une intention claire. Il cherchait un moyen d'entrer. Voir ces images fut un choc. Ce n'était plus une question de manipulation ou de pression morale. Il était allé jusqu'à violer physiquement mon espace. La colère monta en moi, mais elle fut rapidement remplacée par une profonde tristesse. Comment Lucas, mon propre frère, pouvait-il en arriver là? L'idée qu'il était prêt à tout, y compris à m'attaquer de cette manière, rendait la trahison d'autant plus insupportable. J'avais besoin d'un avis extérieur. J'appelai Thomas, mon ami de toujours, et lui racontai ce qui se passait. Il m'écouta en silence, puis me rappela une vérité que je refusais de voir. Leur comportement n'allait pas s'arrêter tant que je ne posais pas des limites claires. Leur stratégie était de m'épuiser, de me faire céder par lassitude. Le lendemain, ma mère appela. Son ton était inhabituellement hésitant. Elle parla longuement de Lucas, cherchant à justifier ses actes. Il n'était, selon elle, qu'un père désespéré, prêt à tout pour ses enfants. Elle insista sur son amour pour sa famille et sur son sentiment d'incompréhension face à mes refus. Je l'écoutais, mais je ne répondais que peu. Dans mon esprit, les images de Lucas dans mon jardin étaient encore fraîches. Il ne s'agissait pas de désespoir, mais d'obsession. Ils avaient décidé que ma maison leur reviendrait, peu importe ce qu'ils devraient faire pour y arriver. Je choisis de ne rien dire de ce que j'avais découvert. Leur révéler mes preuves ne ferait que leur donner une nouvelle direction pour leur prochaine tentative. Je restai calme et affirmé dans ma réponse, ma maison resterait la mienne, quoi qu'il fasse. Ce soir-là, allongé dans mon lit, je compris que je ne pouvais plus attendre qu'ils attaquent pour réagir. Jusqu'ici, j'avais été en position défensive, espérant que ma patience suffirait. Mais cette bataille ne s'arrêterait pas tant que je n'aurais pas repris le contrôle. Cette nuit-là, allongé dans le noir, je savais que quelque chose devait changer. Je ne pouvais plus simplement attendre leur prochain mouvement. Jusqu'ici, j'avais laissé mes refus parler pour moi, pensant qu'ils finiraient par comprendre. Mais c'était une erreur. Ce silence apparent de leur part, je le voyais maintenant pour ce qu'il était. Une pause stratégique, une manière de préparer la prochaine attaque. Le lendemain, je me rendis à la gendarmerie. La démarche n'était pas facile. Expliquer que mon propre frère avait tenté de s'introduire dans ma maison, que ma famille poussait chaque limite pour s'imposer dans ma vie, me donnait une étrange sensation de trahison. Montrer les images de Lucas dans mon jardin me laissa un goût amer. C'était une chose de le savoir, une autre de le prouver noir sur blanc. Les gendarmes prirent ma déclaration avec sérieux. Ils me demandèrent si je voulais déposer une plainte officielle. C'était une option que je gardais à l'esprit, mais franchir ce cap impliquait un point de non-retour avec ma famille. Je choisis de ne pas agir immédiatement, préférant conserver cette preuve comme un atout, au cas où les choses s'aggraveraient. De retour chez moi, je décidai d'agir autrement. Je renforçai les clôtures autour de mon jardin,
ajouter des verrous supplémentaires aux fenêtres, et configurer les caméras pour m'envoyer des alertes en temps réel. Ces ajustements, bien qu'épuisants, m'offraient une illusion de contrôle. Quelques jours passèrent dans un calme étrange. Puis, un message de ma mère rompit ce silence. Son ton était apaisant, presque nostalgique. Elle évoquait l'importance de la famille, insistant sur le fait que nous ne devions pas laisser des incompréhensions nous diviser. Il n'était pas difficile de lire entre les lignes, elle tentait, encore une fois, de justifier Lucas. Ces mots laissaient entendre qu'il se sentait acculé, seul contre le monde. Elle voulait que je le voie comme une victime, comme un frère qui avait besoin de soutien. Ces mots, dans le passé, auraient peut-être éveillé une forme de culpabilité en moi. Mais plus maintenant. Ce n'était qu'une autre variation de leur discours habituel, une autre manière de me manipuler sous une façade de bienveillance. Puis vint l'appel de Sophie. Ce fut une surprise. D'habitude, elle restait dans l'ombre, jouant le rôle de l'épouse passive. Mais cette fois, sa colère éclata au grand jour. Son ton était glacial, et ses accusations brutales. Elle m'accusait d'être égoïste, de ne penser qu'à moi, et d'avoir divisé la famille. Mais derrière cette colère, je percevais quelque chose d'autre, de la panique. Leur plan échouait, et ils le savaient. En écoutant ces reproches, une chose devint claire. Ce n'était pas ma maison qu'ils voulaient vraiment. C'était leur emprise sur moi, leur capacité à me contrôler comme ils l'avaient toujours fait. Ce besoin de dominer, déguisé en un prétendu souci familial, était devenu leur obsession. Ce soir-là, je réfléchis longuement. Continuer à me défendre n'était plus suffisant. Ils ne comprenaient que les limites imposées fermement, et il était temps de leur montrer que je ne céderais rien. Cette fois, je devais agir, et leur prouver que cette bataille ne mènerait nulle part. Ces dernières semaines avaient transformé ma maison en un champ de bataille. Chaque jour, je ressentais le poids de leur pression, de leur manipulation et de leurs intrusions. Mais ce poids, au lieu de m'écraser, avait fini par m'endurcir. Je savais désormais que je ne pouvais pas continuer à repousser leurs attaques sans poser de limites claires. La première étape fut de réunir tout ce que j'avais en ma possession. Les preuves. Les vidéos de Lucas dans mon jardin en pleine nuit, les documents administratifs déposés en mon nom à la mairie, les messages et appels où ma mère et Sophie tentaient de me faire plier. Ces éléments, rassemblés devant moi, représentaient plus qu'un simple dossier. Ils étaient la preuve tangible de leur obsession et de leur mépris pour mes limites. Je pris ensuite une décision qui marquerait un tournant, consulter un avocat. C'était une démarche que j'avais longtemps repoussée, espérant éviter une escalade. Mais il était clair que rester dans cette attente passive ne mènerait à rien. Lors de notre entretien, l'avocat écouta attentivement tout ce que j'avais à dire, analysa les preuves et confirma ce que je pressentais déjà. Ils avaient dépassé toutes les limites légales. Il suggéra l'envoi d'une mise en demeure. Un avertissement formel, adressé directement à Lucas et à ma famille, leur signifiant que toute tentative d'interférence future serait poursuivie en justice. Rien que l'idée de cette action me redonna une forme de contrôle. Ce n'étaient plus eux qui dictaient les règles. Parallèlement, je décidai de briser le silence autour de cette situation. Jusqu'ici, ils avaient compté sur le poids de la culpabilité et le secret pour me maintenir isolé. Mais cette fois, je choisis d'en parler à d'autres membres de ma famille élargie. Des tantes, des oncles, des cousins. Des personnes qui avaient souvent été témoins, même de loin, du favoritisme constant envers Lucas. Leurs réactions furent variées, mais toutes marquèrent un tournant. Certains, peu surpris par le comportement de Lucas, m'encouragèrent à ne pas céder. D'autres, choqués par la gravité des faits, exprimèrent leur soutien avec une sincérité inattendue. Ce cercle de soutien, aussi discret soit-il, me rappela que je n'étais pas seul dans cette bataille. Quelques jours après l'envoi de la mise en demeure, ma mère me contacta à nouveau. Cette fois, son ton avait changé. Fini la douceur calculée ou les appels à la compréhension. Sa voix portait une note de panique, mêlée à un reproche sourd. Elle évoqua le fait que j'avais mêlé des étrangers à une affaire familiale, comme si défendre mes droits et ma maison relevait d'une trahison. En écoutant ces mots, je ressentis une étrange sérénité. Ce n'était pas de la satisfaction, mais un apaisement nouveau. Il commençait à comprendre. Mes refus n'étaient pas un caprice ou une provocation. C'étaient des barrières définitives que je posais pour protéger ce qui m'appartenait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je me couchais avec l'impression d'avoir repris le contrôle. Je savais que ce n'était pas totalement terminé, mais ils avaient enfin rencontré une version de moi qu'ils ne pouvaient plus manipuler. Après la mise en demeure, un silence pesant s'installa. Mais ce calme n'était qu'un leurre. Un soir, je trouvai ma boîte aux lettres remplie de lettres de ma famille élargie. Chaque message portait des reproches, m'accusant d'égoïsme, de trahison envers Lucas et sa famille.
Je compris que Lucas et ma mère avaient mobilisé la famille pour me faire plier. En lisant ces mots, un mélange de colère et de tristesse m'envahit. Ces accusations, basées sur une version déformée de la vérité, visaient à m'isoler. Mais au lieu de me décourager, elles renforcèrent ma détermination. J'organisai une réunion familiale. Avec calme, je présentai mes preuves. Les vidéos de Lucas dans mon jardin, les documents déposés sans mon accord, les messages et appels où leur manipulation était évidente. Le silence autour de la table était lourd. Certains baissèrent les yeux, d'autres fixèrent Lucas et ma mère, cherchant des explications. Cette fois, leurs arguments ne trouvèrent aucun écho. En fermant la porte ce soir-là, je sentis pour la première fois que j'avais repris le contrôle. Après la réunion, le silence qui suivit était différent, presque apaisant. Lucas, ma mère et Sophie cessèrent tout contact. Leur emprise sur ma vie semblait enfin s'éteindre, mais il restait en moi une fatigue émotionnelle profonde. Ce conflit n'avait pas simplement été une dispute familiale, mais une lutte pour ma dignité et mon indépendance. Un jour, alors que je travaillais dans mon jardin, ma mère apparut. Son ton était hésitant, moins assuré que d'habitude. Elle ne chercha pas à se justifier, mais évoqua ses erreurs, son besoin de toujours protéger Lucas, même au détriment des autres. Ses excuses, bien que maladroites, semblaient sincères. Je lui répondis calmement que j'avais besoin de temps. Elle accepta et partit sans insister. Les semaines qui suivirent furent marquées par une paix retrouvée. Ma maison redevint mon refuge, un symbole de ce que j'avais construit seul. Cette bataille m'avait appris une chose essentielle. Poser des limites, c'est se respecter.